Manuel Valls, Premier ministre, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Nicolas Sarkozy, mis en examen pour corruption, trafic d'influence actif, recel de violation du secret de l'instruction. Ancien président de la République, est-il injusticiable comme les autres? Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que cette situation est grave. Les faits sont graves. Vous venez de rappeler la mise en cause. Et puis cela concerne des magistrats, de hauts magistrats, un avocat, un ancien président de la République. Mais moi, comme chef du gouvernement, je dois m'en tenir au rappel des principes. Principe d'indépendance de la justice, qui doit pouvoir accomplir son travail sereinement. Personne n'est au-dessus des lois, deuxième principe. Et puis ensuite, il y a évidemment, et c'est important de le rappeler, la présomption d'innocence, qui vaut pour tout le monde. Et donc, cela vaut pour l'ancien président de la République, comme pour son avocat, comme pour ces hauts magistrats qui sont mis en cause. Alors justement, injusticiable comme les autres, c'est ce que vous dites, et je vous pose une question subsidiaire. Un juge qui souhaite la victoire de François Hollande et qui, dans le même temps, quelques mois après, met en examen l'adversaire de François Hollande, est-il un juge comme les autres? Si je rentre dans ce débat et dans ce type de polémique, je mets en cause les principes que j'ai rappelés. La justice, elle est indépendante. Et elle doit agir en toute indépendance et en toute sérénité. Et le rôle des parlementaires, c'est-à-dire de ceux qui font la loi, et bien sûr de ceux qui gouvernent, c'est d'être très attentifs, très scrupuleux quant à l'application de ces principes. Oui, mais les juges doivent-ils s'engager politiquement? Mais les juges ont le droit de s'engager. C'est vrai sur le plan politique, c'est vrai sur le plan syndical. Mais si je rentre dans ce débat, je rentre dans une autre polémique. Mais quelle est votre idée? Qu'en pensez-vous, Manuel Valls? Qu'en pensez-vous? Les juges agissent dans un cadre bien précis. Est-ce que ça ne jette pas le discrédit sur une mise en examen ou nombre ou des questions? Mais rentrer dans ce débat, c'est faire croire qu'il y a derrière un complot, et qu'il y a un complot politique. Et ça n'est pas acceptable. Les juges, encore une fois, travaillent de manière indépendante, et il faut les laisser travailler, parce que dans un moment de crise de confiance que nous vivons, j'en ai souvent parlé avec vous ici, si nous-mêmes nous commençons à mettre en cause ceux qui doivent exercer la justice, nous n'y arriverons pas. Cette crise de confiance ne cessera de s'accroître, et ça n'est pas possible. Donc le rôle du chef du gouvernement, c'est de rappeler les principes, la présomption d'innocence, l'indépendance de la justice. Manuel Valls, j'écoutais Bruno Le Maire sur RTL ce matin qui disait et qui posait des questions. Quand est-ce que les écoutes ont-elles été décidées? Et par qui? Quand le pouvoir en place a-t-il été informé de ces écoutes? Est-ce normal qu'un garde des Sceaux ait menti sur la date à laquelle elle a été avertie de ces écoutes? Mais nous avons déjà eu ce débat, et cette polémique, si j'ai bonne mémoire, avant les élections municipales du mois de mars dernier. Oui. Poser ces questions, c'est jeter l'opprobre, encore une fois, sur le travail de la justice. Vous pensez que l'opposition est en train, pour protéger Nicolas Sarkozy, de jeter l'opprobre sur le travail de la justice? Je ne vais pas en rajouter moi-même. Oui. C'est pour ça que je n'irai pas plus loin par rapport au questionnement qui est le vôtre. J'avais déjà eu l'occasion de le dire, comme ministre de l'Intérieur, je n'étais pas au courant de ces écoutes et je n'avais pas à l'être. Point, c'est tout. Mais le plus important, c'est que la justice puisse travailler en toute indépendance et sereinement, et qu'on respecte la présomption d'innocence. Aller au-delà de ces commentaires, c'est rentrer sur le fond du débat, et je sors évidemment de mon rôle. Est-ce que les juges, pensez-vous que les juges s'acharnent sur Nicolas Sarkozy, franchement? Franchement. Je pense que les juges doivent pouvoir faire leur travail sans qu'on mette en cause ce travail. Ensuite, il y a les avocats. Ceux qui ont été mis en examen vont avoir accès au dossier. Ils peuvent faire des recours. Et puis ensuite, il y a une procédure judiciaire et on verra bien où est-ce qu'elle nous mènera. Mais si à chaque fois, sur chaque affaire, sur chaque dossier, que cela concerne ou non des politiques, il y a ce type de polémique, on sape les fondements même de l'état de droit. Et l'état de droit, dans ce moment particulier que nous vivons, il est plus que jamais précieux. Donc, laissons, encore une fois, les juges qui sont indépendants. Ce sont des juges d'instruction, ce sont des juges indépendants. Ce n'est pas le pouvoir qui demande à ces juges de faire des enquêtes. Ils agissent et exercent leurs fonctions de manière indépendante. Et en même temps, il faut respecter la présomption d'innocence.
La réforme territoriale, réforme maintenue, Manuel Valls, calendrier maintenu? Plus que jamais, parce que nous avons besoin de créer de grandes régions, 13 au niveau hexagonal, peut-être moins si le Parlement le décide, sans doute pas plus. Peut-être moins. Peut-être moins, on verra ce que donnera le débat au Sénat. Vous avez déjà des idées sur des modifications possibles? Les parlementaires travaillent sur un certain nombre de modifications possibles. La carte, elle peut être modifiée. Concernant la région Poitou-Charentes, par exemple? Concernant la région Poitou-Charentes ou la région Limousin, peut-être serait-elle... Ou les Pays de la Loire, rattachés à la Bretagne? C'est des débats qui sont ouverts. Et nous allons laisser le Parlement travailler, bien sûr. Oui. Mais l'essentiel, c'est d'avoir de grandes régions dotées demain de compétences plus fortes en matière d'emploi, de développement économique, de formation et d'aménagement des territoires, pour renforcer le potentiel de ces régions, mais surtout pour renforcer le potentiel économique de notre pays. Et cette réforme, elle doit se faire, et elle va se faire, et on ne peut pas supporter... Malgré l'opposition des sénateurs. Mais malgré tous les conservatismes. Et notamment des radicaux de gauche. C'est du conservatisme et radicaux de gauche qui ne veulent pas, qui menacent de quitter le gouvernement, et qui demandent l'organisation des référendums sur cette mesure. Que nous disent les Français? Qu'il faut des réformes, qu'il faut que le pays avance. Il y a trop de blocages en France. Trop de blocages, il y a trop de normes, mais il y a aussi, surtout, trop de difficultés. C'est un pays impossible à gouverner. Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, au contraire. Et nous avançons. Les Français, dans bien des domaines, on va revenir sur la réforme territoriale, attendent des résultats, bien sûr, en matière de croissance, de chômage. Cela prend du temps. Mais ils voient en même temps que des dossiers avancent. Alstom, le dossier a été traité par le gouvernement. La réforme ferroviaire, le gouvernement a tenu bon, et la réforme ferroviaire a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale. Elle vient en débat au Sénat. Les intermittents, nous sommes sur une résolution et sur une réforme, je l'espère, une refondation du régime des intermittents qui n'a jamais été fait. Le vote du budget rectificatif à l'Assemblée, il a été adopté hier massivement. Donc le vote du budget de la sécurité sociale, oui. La France avance. Et on ne peut pas s'arrêter là. Et qu'une majorité de sénateurs veuille bloquer une réforme qui est attendue, qui est demandée, qui est nécessaire, qui va dans le sens de l'intérêt général, ça n'est pas possible. Et, je le dis très clairement, nous ne céderons à aucune menace. C'est-à-dire le Sénat a voulu saisir le Conseil constitutionnel sur le texte. Le Conseil constitutionnel lui a dit que l'étude d'impact était conforme à la Constitution. Le Sénat vote une motion référendaire. Demain, renvoie le texte en commission. Pourquoi? Pour perdre du temps, pour retarder. Eh bien, ce texte sera en permanence inscrit à l'ordre du jour du Sénat au mois de juillet et, s'il le faut, au mois d'août. Je pense que ça ira beaucoup plus vite pour que le texte puisse être adopté ou pas au Sénat, pour que l'Assemblée nationale puisse s'en saisir et voter cette réforme qui, encore une fois, est indispensable pour le pays. Pas de référendum, donc pas de référendum. Insupportable. Non, laissons le Parlement faire son travail. Bon. On voit bien que la somme des contradictions ou des avis... Vous alliez dire c'est insupportable. Qu'est-ce qui est insupportable, Manuel Valls? Le fait qu'on ne veuille pas débloquer ce pays. Qu'au fond, on se contenterait du blocage. Qu'il y en a qui participent... C'est quoi? C'est du conservatisme, du corporatisme... Du corporatisme, de l'enlisement. Ça n'est pas possible. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le Sénat. Il représente les sénateurs, les collectivités territoriales. Beaucoup de sénateurs sont favorables à cette réforme. Écoutez, 2 sénateurs, un socialiste, Yves Crattinger, et un autre, tout le monde le connaît, ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, avait fait une nouvelle carte pour les régions. Une commission, il y a quelques années, présidée par Édouard Balladur, avait elle-même fait des propositions pour une nouvelle carte de région. Mais maintenant qu'on rentre dans les faits, parce que cela fait des années qu'on en parle, on bloque. Non, face à ces conservatismes, à ces blocages... Même si les radicaux de gauche menacent de quitter le gouvernement ou... Mais moi, je ne doute pas un seul instant de la solidarité, mais les radicaux de gauche ne peuvent pas bloquer au Sénat cette réforme nécessaire. Donc s'ils quittent le gouvernement, ils quitteront le gouvernement. Mais ils ne quitteront pas le gouvernement, j'en suis convaincu, et ils doivent participer au mouvement de réforme. Les radicaux de gauche, comme d'autres élus, posent un problème, qui est celui de l'avenir des départements ruraux, des territoires ruraux, de l'avenir tout simplement de la ruralité qui compte dans notre pays. Eh bien, cette ruralité doit être préservée.
regardons, examinons de près comment ces territoires ruraux peuvent être administrés, et ça sera le deuxième texte de loi sur la réforme territoriale qui sera soumis au vote du Sénat, au débat du Sénat, à partir du mois d'octobre. Mais vous maintenez là aussi, vous maintenez la suppression des conseils généraux. À terme, puisqu'il faut du temps, et parce qu'il faut transférer des compétences. Mais vous ne reculerez pas. Je ne reculerai pas, nous ne reculerons pas, tout en examinant de près l'avenir des départements et des territoires ruraux, parce que, évidemment, la question de la proximité, de la présence des services publics, des distances dans les territoires, ce sont des questions évidemment très importantes pour nos compatriotes. Mais pas de blocage. Je relevais une de vos phrases qui m'intéresse beaucoup. Je ne serai pas le chef d'un gouvernement qui n'avance pas. Vous l'avez dit. Oui, bien sûr. Alors, allez plus loin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le gouvernement est stoppé, vous quittez, vous démissionnez, ou je ne serai pas le chef d'un gouvernement qui n'avance pas? Vous connaissez mon volontarisme, mon énergie, mon envie d'aller de l'avant. Je suis en train de vous faire la démonstration qu'au contraire, nous avançons. Mais j'ai voulu avertir tout le monde, et notamment au sein de la majorité. Il faut avancer. La mission qui m'a été confiée par le président de la République, mais aussi par l'Assemblée nationale, par son vote de confiance il y a 3 mois, c'est de réformer, c'est d'aller plus vite. C'est de faire les réformes nécessaires. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les territoires. C'est d'agir avec évidemment le sens de la justice sociale, mais c'est d'agir. Et c'est ce que demande ce pays. Ça fait trop d'années, si vous êtes bloqué, à droite comme à gauche. Mais vous pouvez être bloqué, vous le savez. Vous le savez. Je ferai tout, si vous me permettez cette expression, pour débloquer. Et c'est ce que, je crois, nous sommes en train de faire avec le gouvernement et puis avec la majorité, puisque hier encore, elle a voté des mesures très importantes pour le budget de la France. Mais pour l'instant, le budget rectificatif de la sécurité sociale sera peut-être voté, vote bloqué ou pas? Mais s'il faut utiliser les pouvoirs que nous donne la Constitution pour empêcher notamment des débats entre socialistes au sein de l'hémicycle. Vous trouvez comment ces débats? Inutiles? Non, stériles? Je ne dirais jamais que les débats au Parlement sont inutiles. Bon alors. Mais on ne peut pas retarder l'adoption de mesures importantes. Qu'est-ce qui a été voté hier dans le cadre de ce qu'on appelle le projet de loi de finances rectificatif? On a voté la baisse des impôts pour les Français. 3,7 millions d'entre eux verront, là, à l'automne, leur impôt sur le revenu baisser, et 1,9 million d'entre eux échapperont à l'impôt sur le revenu. Ce sont ces mesures qui ont été votées. Demain, dans le cadre du collectif social, qui est en débat actuellement à l'Assemblée, ce sont les exonérations de cotisations. Mais c'est aussi le gel des prestations sociales. Mais bien sûr, parce que... C'est maintenu le gel des prestations sociales? Il y aura le gel de prestations sociales parce que nous devons faire d'économies. Hier, qu'est-ce qui a été voté également? 4 milliards d'économies supplémentaires pour le budget 2014 pour atteindre nos objectifs de réduction des déficits publics. Ma politique, elle a un sens. Soutien aux entreprises par la baisse du coût du travail. Soutien aux ménages, aux salariés, aux revenus les plus modestes, notamment par des baisses d'impôts. Et puis, les choses sont concrètes. À partir du 1er janvier, pour les smicards, c'est 500 € de plus sur la feuille d'impôt. C'est ça qu'on baisse. C'est ça qu'on baisse. Et puis aussi, je viens de le rappeler, ce sont des économies, parce que nous devons... C'est ce que ne veulent pas. Le gel des prestations sociales, c'est clair pour les députés dits frondeurs. Nous ne voulons pas de ce gel. C'est la raison pour laquelle nous ne voterons probablement pas le budget rectificatif de la sécurité sociale. Il disait la même chose pour le budget rectificatif. Je pense que nous sommes capables de les convaincre sans modifier la ligne que je viens de rappeler. Donc recours à l'article, on est bien d'accord, 44.3 de la Constitution. Les articles donc vote bloqué. Pour le moment, les articles les plus importants ont été adoptés dans le débat normal. Et donc, je suis convaincu que nous n'aurons pas besoin d'utiliser... Mais vous brandissez la menace. C'est pas une menace. Enfin, la menace. Ça fait partie du débat parlementaire. Même si vous avez conspué la majorité UMP lorsqu'elle a utilisé ce vote bloqué sur les retraites, Manuel Valls. Martine Aubry, la première. La Constitution nous donne des moyens. C'est pour ça que quand on est dans l'opposition, il faut toujours se dire qu'un jour on sera dans la majorité et être extrêmement attentif à ce qu'on dit. Mais je reviens sur la question que vous m'avez posée sur les déficits. Notre pays vit au-dessus de ses moyens depuis des années. 57% au fond de dépenses qui pèsent sur notre activité et qui nous empêchent d'avoir des marges. Si nous voulons baisser les impôts,
pour les ménages, les charges pour les entreprises. Si nous voulons privilégier les investissements d'avenir dans l'innovation, dans la recherche, dans les travaux publics, pour le logement, il faut dégager des marges. Donc, baisser les déficits, c'est un impératif. Et moi, je sais que nos compatriotes attendent de la part de ce gouvernement, et attendent notamment de moi, qu'on baisse les déficits, qu'on baisse la dette, parce que nous ne pouvons pas accepter... Dette qui frôle les 2000 milliards. Oui, nous espérons la contenir en 2015. En dessous, parce que la dette, c'est 50 milliards par an. C'est-à-dire, c'est pratiquement l'un des premiers postes du budget de l'État. Et c'est 30 000 € par personne, par tête, par habitant. C'est insupportable. Nous ne pouvons pas vivre avec ces déficits qui ont explosé au cours de ces 10 dernières années. Nous les maintenons, nous les maîtrisons depuis 2012. Il faut poursuivre ce travail. Donc, le chemin est tracé. Le cap est clair, ma volonté. Quelles que soient les contestations, 44-3, 49-3 peut-être même, non. Bon, pas besoin d'utiliser... Les dissolutions de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez brandi cette possibilité? Le seul qui puisse brandir cette possibilité, c'est le président de la République. Mais ce que j'ai constaté hier, c'est qu'il y a une majorité qui débat, et c'est normal, mais qui est solide, qui est confiante, qui est cohérente, et qui, pardon de le dire, est courageuse. Et c'est ça qui, moi, m'importe. Là, vous les flattez, les flattez, les députés. Non, parce que moi, on parle toujours de... Ils vous contestent, vous entendez, ils vous contestent de tous les côtés. On entend parler de quelques députés. On ne parle jamais de tous ceux qui travaillent, qui votent, qui font bien leur travail, et qui sont loyaux, exigeants, mais loyaux et en confiance avec le gouvernement. La conférence sociale, est-ce que vous revenez sur le compte pénibilité, enfin vous allongez les délais concernant le compte pénibilité pour sauver cette conférence sociale? Non, on ne peut pas le dire ainsi. Le MEDEF, vous avez vu l'avertissement du patronat. Nous avons créé, par la loi qui a été votée au début de l'année, un droit nouveau. C'est ce qu'on appelle le compte de prévention de la pénibilité, et qui concerne notamment les salariés qui ont des activités qui sont les plus pénibles. Je reprends le mot, les plus difficiles. Mais face à ce type de dossier, il faut être pragmatique et être très attentif à la complexité. Est-il vrai que seulement 4 des facteurs de pénibilité seront pris en compte dès le mois de janvier prochain? Que me disent les chefs d'entreprise? Je vais répondre à votre question. J'étais encore dans l'heure la semaine dernière, et je rencontrais non seulement le chef d'entreprise, mais les salariés d'une PME particulièrement performante de 180 salariés. Je serai cet après-midi à Volvic pour visiter une autre entreprise. Que me disent les chefs d'entreprise? Pas le MEDEF seulement, pas le patronat. Les chefs d'entreprise, ils me disent, baissez le coût du travail, continuez sur la voie qui est la vôtre, celle que le président de la République a souhaitée avec le crédit impôt compétitivité, qui est très important puisque ça représente 20 milliards pour les entreprises, plus les 20 milliards de charges en moins pour les entreprises. 6,5 milliards en moins en 2015, 8 milliards en 2016, 5,5 milliards en 2017. Jamais, Jean-Jacques Bourdin, jamais. En France, mais aussi dans de nombreux pays. On nous compare souvent à d'autres pays. Jamais un tel effort pour la compétitivité de nos entreprises, pas des cadeaux pour le patronat, il faut sortir de ce type de langage, pour la compétitivité de nos entreprises n'a été ainsi engagé. La baisse du coût du travail. Mais ils me disent aussi autre chose, les chefs d'entreprise, relayés souvent par les parlementaires et par les parlementaires de gauche. Attention à la complexité. La pénibilité, c'est un droit nouveau. C'est trop complexe. Mais c'est difficile à mettre en œuvre. Donc, expérimentons, montons en charge de manière progressive. 4 facteurs pris en compte dès le travail de nuit, le travail répétitif, le travail en équipe alternative et le travail sous pression hyperbore. Et les autres facteurs? En 2016, on mettra progressivement, là aussi en œuvre, les autres facteurs. Je pense notamment aux charges très lourdes, aux risques chimiques, mais en expérimentant. C'est un report. C'est une montée en charge progressive, intelligente et pragmatique. Et je demanderai par ailleurs au secrétaire d'État chargé de la simplification, Thierry Mandon, et à Guillaume Poitrinal, qui est un grand chef d'entreprise. Ils ont très bien travaillé tous les deux sur la simplification de notre administration et des normes, de regarder de près ce dossier. Moi, je suis un pragmatique. Je n'aime pas l'idéologie. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui avance, c'est ce qui marche. Et je ne veux pas entraver
la marche des entreprises vers l'investissement, parce que nous avons perdu depuis 10-12 ans des marges. Nos entreprises ont perdu beaucoup de carnets de commandes, et donc nous devons être capables, là aussi, de les aider. C'est pour ça que vous allez aussi simplifier le Code du travail? C'est pour ça que... J'ai vu ça, ça m'a intéressé. Comment simplifier le Code du travail? Quelles mesures pourrait-on prendre? Sur les seuils... Oui. Ou sur, sur les seuils. Ou sur le code du travail. Les seuils sociaux. Sur le seuil ou sur le code du travail. Il ne s'agit pas d'enlever des droits, mais il s'agit là aussi d'être plus efficace, de simplifier. Il ne s'agit pas d'inventer de nouveaux droits. Oui. Il s'agit de faire en sorte que ces droits puissent réellement se mettre en œuvre. Mais là aussi, encore, de manière pragmatique, que les partenaires sociaux se saisissent de ces dossiers. Donc sur les seuils, on est bien d'accord, Manuel Valls, il pourrait y avoir évolution. On est bien d'accord. Les seuils, c'est très simple, c'est 10 salariés ou 50 salariés, les droits sociaux qui sont... Mais nous savons que dans beaucoup... imposés aux chefs d'entreprise. Dans 2 tiers des... C'est insupportable pour beaucoup de chefs d'entreprise. Oui, des PME, des ETI, mais surtout des PME entre 10 et 20 salariés, il n'y a pas de représentation du personnel. Ça veut dire que les seuils eux-mêmes ne veulent rien dire. Ce sont des droits, mais ce sont des droits qui ne s'appliquent pas. Travaillons sur comment on peut à la fois faire en sorte que les salariés soient représentés, parce qu'il faut une représentation, il faut du dialogue social, mais comment en même temps ces normes, ces règles n'empêchent pas la création d'emplois. Si moi on me dit qu'en faisant évoluer les seuils, cela permet la création de milliers d'emplois, ma responsabilité c'est de dire aux partenaires sociaux, avancez, trouvez les bonnes solutions. Moi je crois au dialogue social. Je crois aux partenaires sociaux. Je crois à la capacité de dialogue des organisations patronales comme des organisations de salariés. Et nous les retrouverons, en effet, au rendez-vous de la très grande conférence sociale, la semaine prochaine, avec le président de la République, parce que la marque de son quinquennat, du quinquennat de François Hollande, c'est le dialogue social pour faire avancer les choses. Alors j'ai 3 questions, 2 questions courtes, Manuel Valls. Première question, la justice doit-elle condamner ceux qui brûlent un drapeau français ? Il y a eu ce débat il y a déjà quelques années. Moi, je m'étais plutôt prononcé en faveur d'une règle qui, en effet, condamne ceux qui s'en prennent, au fond, au symbole de la nation. Condamnation, donc. Mais je crois que ça existe déjà dans la loi. Ça existe déjà dans la loi, mais peut-être que les condamnations pourraient être... Ça vous choque ? Non. Est-ce que ça vous choque ? Vous savez, moi... Ça vous a choqué tout ce qui s'est passé autour du drapeau français, du drapeau algérien, disons clairement les choses. Quand on brandit avec plaisir, avec amour, son drapeau pour marquer le soutien à son équipe de football, je vais pas me plaindre. Ce que je crois très important, c'est que les Français se retrouvent autour des valeurs de la République. Il y a eu, par exemple... La République, ce n'est pas de faire brûler des voitures ou de briser des vitrines, on est bien d'accord. Ou même de brûler, le drapeau français. Bien sûr, la République, ce sont des valeurs qui doivent nous rassembler. Liberté, égalité, fraternité, la laïcité. Moi, je me réjouis de la décision qui a été prise par la Cour européenne de justice concernant... Qui n'a pas condamné la France, mais qui a exprimé quelques réserves. Oui, mais concernant le port de la burqa, parce que c'était... ou du voile intégral, c'est des lois importantes, l'égalité homme-femme et comment nous vivons ensemble. La laïcité, c'est une de ces valeurs. Et puis la République, c'est aussi l'autorité. Ce sont des règles pour vivre ensemble. Et je pense qu'on doit... Surtout dans ce moment-là que je décrivais il y a un instant, de crise économique, de crise de confiance, de crise d'identité, se retrouver autour de ces valeurs. Et de ces valeurs qui doivent plus que jamais nous rassembler. Dites-moi, je vous montre la une de l'Express. Ça vous choque ou pas ? Je l'ai vu cette une hier. Oui, ça me choque. Je ne suis pas sûr qu'on retrouverait cette même une à l'égard d'un homme, d'un responsable public. C'est dégradant. C'est dégradant pour notre vie politique et je veux vous dire combien moi j'apprécie l'action et la présence de Ségolène Royal à mes côtés. Merci Manuel Valls d'être avec nous. Il est 8h59. Vous êtes sur RMC BFM TV.